Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit segment particulier. Je suis LP de la chaîne Professeur Board Game, évidemment, et je réponds ici à l'appel au défi qui m'a été lancé par David lui-même, le maestro de notre chaîne. Vidéo dans laquelle lui faisait son profil de joueur, donc définir ses origines, ses intérêts, ses goûts, qu'est-ce qui l'allume dans le jeu de société, puis il me lance au défi de faire la même chose en suivant relativement le même canevas que lui a suivi. Canevas qui a été établi d'ailleurs par Ben des recettes ludiques, qu'on va saluer chaleureusement. Donc je me lance. Voici mon profil de joueur. Premier aspect duquel on va parler, mes origines en termes de joueur. Fait que quand j'ai commencé les jeux de société, j'ai commencé très jeune. J'avais commencé déjà avec les RPG quand j'étais à l'âge d'école primaire, fait qu'autour de 11-12 ans. Autour de 12 ans, j'ai découvert le jeu Necromunda, auquel j'ai joué des dizaines et des dizaines de parties, jeu d'escarmouche à deux, je peux jouer à plus que deux, qui était très intéressant. Il y a une réédition qui est sortie d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Autour de 13-14 ans, ça m'a mené vers Axis and Allies, jeu que j'ai joué jusque dans ma jeune vingtaine, probablement des centaines de parties que j'ai à peu près toutes perdues, malheureusement, mais qui m'a amené vers les jeux de conquête de territoire, les jeux de gestion d'armée, etc., que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Et finalement, si j'en ai un troisième jeu pour définir mes origines, je vais parler des jeux des colons de Catan, mais pas le jeu de plateau, auquel je n'ai étrangement jamais joué, mais plutôt le jeu de cartes à deux des colons de Catan, qui m'a amené vers les jeux de cartes que j'aime beaucoup, jeu que je possède encore aujourd'hui d'ailleurs, et qui m'a défini mon amour et mon intérêt pour les jeux à deux, les jeux de duel à deux, et c'est ce jeu-là qui m'a amené vers les euros par la suite. Puis là, au début des années 2000, à peu près, j'ai découvert les colons de Catan, puis ensuite, là, ça a explosé vers des dizaines, voire des centaines d'autres jeux. Deuxième aspect, là, on va parler des mécaniques de jeu. Les mécaniques de jeu, je me définirais comme quelqu'un qui est très très touche à tout. Fait que autant je vais aimer des jeux qui prennent quelques minutes à expliquer et 20, 25, 30 minutes à jouer, à la par exemple Marvel United, ou que ce soit des jeux compétitifs ou coopératifs, je vais aimer tous les genres. Autant je vais aimer des jeux qui vont prendre 2-3 heures à expliquer, puis qui vont prendre 10-12 heures à jouer. Je garde un souvenir d'ailleurs que je chéris particulièrement de la seule partie de Respublica Romana que j'ai réussi à jouer un compte complet de joueurs, c'est-à-dire à 6 dans ma vie, en jouant la partie complète. Pour les rares qui connaissent ce jeu-là, ben tu sais qu'on parle d'une partie d'environ 14 heures et je l'ai beaucoup aimé, même si ça finit en queue de poisson. Si j'ai à nommer spécifiquement des mécaniques de jeu que je vais aimer, ben, tout ce qui est deck building, card crafting, le placement d'ouvriers, les jeux de civilisation particulièrement, j'aime ça. Les jeux de duel, les jeux de confrontation, je vais adorer ça. Les jeux de conquête de territoire, j'aime beaucoup les jeux abstraits. Je vais aimer beaucoup les jeux de campagne, les jeux coopératifs, les jeux qui sont de type un peu RPG, où on va développer des personnages, des explorations de donjons. C'est tous des genres de jeux que j'aime énormément, que je vais rechercher puis tenter de découvrir ce qui se fait de nouveau là-dedans. Si j'ai à nommer des mécaniques que j'aime un petit peu moins, j'ai tendance à aimer pas mal toutes les mécaniques, mais celles qui vont m'allumer peut-être un petit peu moins, il y a les jeux de pli, que ça prend une petite twist particulière pour que j'aime ça, comme on a vu récemment dans Cat in the Box, que j'ai beaucoup aimé. J'aime un petit peu moins les jeux de bluff, les jeux d'identité secrète, probablement parce que je suis fondamentalement mauvais, fait que c'est des jeux que j'aime bien jouer, mais étant quelqu'un qui a un TSA, lire les émotions des autres, c'est pas quelque chose de facile, fait que je suis vraiment pas bon quand c'est le temps de bluffer ou d'avoir l'identité secrète, fait que j'accroche un petit peu moins. Puis finalement, il y a les roll and write, que c'est pas un genre qui m'accroche beaucoup, j'en possède 2 dans ma collection, dont celui-là que je possède depuis à peu près 2 ans, puis comme tu peux le constater, je suis persuadé qu'il est très très bon, mais on verra un jour. Finalement, de la façon dont je vais installer mes parties, je suis quand même quelqu'un qui joue pas mal en jeu solo, peut-être à environ la moitié de mes parties. Je préfère jouer avec des gens, l'autre moitié de mes parties, mais c'est tellement facile et aisé d'installer des jeux solo, puis d'installer ça le soir, une petite partie de Marvel Champion avant d'aller se coucher. C'est des choses qui se font bien. Je vais également avoir tendance à me procurer les extensions pour les jeux que j'aime, fait que s'il y a un jeu que j'aime particulièrement ou qui m'a intrigué ou qui m'a accroché, ben je vais probablement vouloir essayer de me procurer les différentes extensions qui existent pour ce jeu-là, tenter de l'explorer davantage, de l'exploiter davantage. Et surtout pour les jeux coopératifs, les jeux de type Dungeon Crawl, ce genre-là, je vais aimer avoir les monstres de plus, les personnages de plus, les cartes de plus, les trésors de plus, pour avoir une expérience aussi riche que possible quand on va installer le jeu sur la table.
Donc, si je résume, que ce soit Ameritrash, Euro, Party, Wargame, petits jeux de cartes, jeux familiaux, j'aime pas mal tous les genres. Troisième point, on avait matériel et règles. Fait que si je commence en termes de matériel, les gens qui suivent la chaîne le savent bien, je vais aimer en fait autant les jeux qui vont, ce que je vais appeler, qui sont deluxifiés. Fait que les jeux qui ont des tapis en néoprène, des pièces de luxe, des miniatures. De la monnaie en métal, des jetons de poker pour remplacer l'argent, des trucs comme ça. Fait que les compagnies à la Chip Theory Game, je vais beaucoup aimer leur matériel. Par contre, étant un amateur de wargame et de jeux abstraits, j'aime aussi beaucoup les aspects minimalistes des compagnies comme GMT avec les espèces de petits counters en carton qui a beaucoup d'informations dessus, le côté très historique de leur plateau de jeu. Fait que c'est quelque chose qui va m'attirer aussi, puis j'aime beaucoup les jeux abstraits, fait que l'aspect très très minimaliste d'un jeu abstrait comme de Doug ou Antama, c'est quand même quelque chose qui va m'accrocher quand même pas mal. Par contre, je n'aime pas, j'irais jusqu'à dire que je déteste quand un jeu tente de se deluxifier le plus possible et ça nuit à l'expérience du jeu. Par exemple, j'ai en tête le jeu Ten Garden duquel je me suis débarrassé où on voit rien sur le plateau. Il est merveilleux, mais on voit rien parce que tout est trop haut, puis les petits bonhommes qu'on a placés, puis les jetons qu'on a placés, on voit rien sur le plateau. Fait que ça, je déteste ça, ça va nuire à mon expérience de jeu. Je vais aimer un jeu qui a des moins belles composantes et qui sont plus pratiques si jamais c'est le cas. Si j'ajoute qu'il y a des composantes moi-même un jeu, souvent je vais avoir tendance à sleever, donc à utiliser des protège-cartes pour les jeux, surtout les deck building, fait que les jeux où on va brasser régulièrement les cartes. Les autres jeux, ça me dérange pas tant, je m'en fous, j'irais jusqu'à dire que je suis pas très protecteur de mes jeux, mais dans les deck building particulièrement, où on va finir par reconnaître le dos de certaines cartes parce qu'elles deviennent tellement usées, un love letter, je vais faire la même chose. Là, je vais avoir tendance à sleever mes cartes, mais c'est pas mal les seuls jeux pour lesquels je le fais. Si j'aime beaucoup un jeu, je vais avoir tendance aussi à le deluxifier moi-même, fait qu'à y racheter des composantes, à imprimer des trucs en 3D. J'ai une imprimante en 3D ici pour faciliter la mise en place du jeu, pour faciliter la pose de certains jetons sur le plateau. Je vais peindre quelques figurines dans des jeux où il y a des figurines également. Fait que bref, si j'ai des belles composantes, c'est quelque chose qui va me plaire quand même pas mal. Dans les choses que j'aime moins au niveau des composantes, je vais parler de l'insert, entre autres. Ça m'en prend un. Ou idéalement, j'aimerais ça minimalement qu'il y ait quelqu'un accompagné quand il arrive avec une copie finale du jeu, qui l'ouvre, qui dépenche le jeu, puis qui essaye de remettre ça dans la boîte pour voir si ça ferme. Parce que quand ça ferme pas, c'est quelque chose qui me tombe ses nerfs. Autre chose des composantes qui va m'achaler ou que je vais aimer si c'est bien fait, il y a les aides de jeu. J'aime ça quand il y a des aides de jeu pour tous les joueurs, qu'elles sont assez grandes, pas l'espèce de carte minuscule que tu as dans Endless Winter, pour être capable de suivre le tour de jeu ou d'avoir minimalement un rappel de l'iconographie qui est à l'intérieur du jeu. Aussi, je suis quelqu'un qui est daltonien. Fait que quand tu m'offres dans un jeu des jetons bleu pâle, pourpre, mauve, bleu foncé, bleu marine, turquoise, puis que vert pâle, puis tu me mets tout ça là-dedans, puis tu me dis arrange-toi avec ça, ben moi je suis perdu. Fait que pensez à moi s'il vous plaît avec des petits icônes, quelque chose. Quand vous sortez un jeu quelconque, c'est les couleurs, j'ai de la misère. Concernant le livret de règles, qu'est-ce que j'aime des règles? Honnêtement, c'est un point que je trouve quand même assez drôle parce que je pense que pas mal tout le monde peut s'entendre pour dire qu'on aime ça un livre de règles qui est bien fait. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par bien fait? Comme l'entièreté de la race humaine, j'aime un livre qui est organisé dans l'ordre où les choses vont se passer, fait qu'on a un résumé clair du tour de jeu, des actions qu'on fait, etc. J'aime pas quand les choses sont out of order, qui sont pas dans le bon ordre. Par exemple, une des choses qui va m'irriter le plus, c'est quand tu m'expliques le 3/4 du jeu, puis quelque part à la page 82, tu m'expliques la mise en place, c'est quelque chose qui va m'irriter, mais ça au début, quand il n'y a pas de résumé des composantes du jeu, puis qu'à un moment donné, tu me dis sors une carte événement, mais j'ai 17 paquets de cartes, puis je sais pas c'est lequel, moi le paquet de cartes événement, j'ai jamais joué à ton jeu. Fait que commence par me mettre une image avec toutes les composantes du jeu, tu m'expliques la mise en place, comment on installe ça, peut-être 2-3 concepts en plus, puis ensuite tu pars avec les règles, tour de jeu, l'objectif, etc. C'est pas normal que j'ai fouillé quelque part dans le jeu pour savoir comment on gagne dans ton jeu ou comment il se termine. Ça, c'est pas normal. Et j'aime beaucoup une tendance récente qu'il y a, entre autres, je pense que c'est Fantasy Flight qui le fait beaucoup. On a un livre de règles, puis ensuite on a un livre de références sur le côté. Fait que si on cherche un mot-clé, tel mot, telle expression, telle icône, dans le jeu, on n'a pas besoin de fouiller partout dans le livre de règles. On a un livre de référence avec tous les mots-clés importants du jeu, classés dans l'alphabétique. C'est une grande aide. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un qui va aller voir sur BGG pour aller vérifier des points de règles. Fait que tout a besoin d'être dans le livre de règles. Si c'est pas là, je vais m'arranger comme jeu. On va improviser une règle, surtout dans les jeux coopératifs. On va improviser une règle, on va décider comment ça se passe, puis on va rouler comme ça. À moins d'être vraiment obligé ou un jeu qui a beaucoup d'erreurs dans les règles ou des fois dans les jeux Legacy où on va dire les enveloppes c'est pas les bonnes, etc. J'ai tendance à essayer de pas aller sur BGG du tout ou aller vérifier des points de règles sur Internet.
Quatrième point, on va avoir la thématique et les illustrations. Fait que dans mon cas, ça va avoir l'air peut-être un peu étrange à dire, mais la thématique, je vais la trouver importante seulement si elle est importante. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si une compagnie quelconque me propose un jeu en soulignant la thématique, en me disant « Voici, vous serez des pirates qui allez faire le tour des 7 mers », ben là, je veux que la thématique soit importante. Si c'est un jeu abstrait où c'est des cubes en bois qui capturent d'autres cubes en bois, ben là, ça me dérange pas du tout, c'est quoi ta thématique. Mais si tu me proposes, tu me fais une suggestion ludique en soulignant la thématique, ben je veux que ta thématique apparaisse dans le jeu puis elle soit bien intégrée, que ce soit par le biais des actions qui sont bien représentées dans le jeu, par l'ambiance du jeu que tu vas me proposer, etc., etc. Mais ça va vraiment être particulier, fait que c'est vraiment plus du cas par cas. Si je vais apporter quand même quelques précisions, entre autres dans les jeux co-op, les explorations de donjons, les jeux RPG, j'aime ça quand on va dévier un petit peu du fantasy habituel, puis qu'on va aller dans d'autres genres. Mais en même temps, si le jeu est bon, puis il est fantasy, Chronicle of Renegors, ben je vais aimer ça pareil, ça me dérangera pas. Fait qu'en bout de ligne, j'ai quand même une petite préférence pour les jeux de type sci-fi, fait que les jeux de science-fiction, les jeux western, je vais aimer ça beaucoup. Quand c'est bien fait, les jeux d'horreur, je vais aimer ça beaucoup. Quand c'est bien fait. Les jeux qui sont mythologiques, particulièrement la mythologie grecque, la mythologie japonaise, c'est des choses qui vont m'attirer particulièrement, qui vont m'attirer vraiment beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'on commence à avoir pas mal fait le tour du thème des Vikings. En même temps, je ne m'étonnerai jamais de Cthulhu ou du post-apocalyptique. Au niveau des illustrations, c'est sûr que c'est toujours le fun si ton jeu il est beau, il est bien illustré, tu as une iconographie qui est claire, mais je vais valoriser toujours d'abord et avant tout l'utilité. Fait que je vais vouloir que tout soit clair. La clarté, c'est ça qui est le plus important. Fait qu'une iconographie claire, ça va passer avant des belles images sur le plateau de jeu ou sur les cartes. Je vais préférer avoir une image un peu moins présente sur une carte, par exemple, mais un texte mieux expliqué ou une iconographie plus claire que de mettre 3-4 petits icônes tout petits dans le bas d'une carte pour être sûr de mettre l'accent sur la belle illustration qui est sur la carte, mais que tu comprends pas qu'est-ce qu'elle fait quand tu la piges. À ce sujet, j'aime bien le travail de Yann O'Toole qui réussit merveilleusement bien, je trouve, à rendre des jeux extrêmement complexes un petit peu plus faciles à comprendre. C'est lui qui a fait la plupart des Lacerda. Puis j'aime bien le travail de Domiko aussi, même chose, qui a fait entre autres Endless Winter récemment, qui a une approche visuelle que je trouve très intéressante. Puis je trouve que malgré la lourdeur de leur jeu, Mind Clash Game a aussi une approche visuelle que j'aime bien dans leur jeu au niveau de l'iconographie puis du design graphique du jeu. Je vais toujours avoir un petit plus pour les jeux qui ont un visuel vraiment déjanté, quelque chose de particulier. Dungeon Degenerate, Escape from the Dark Castle, des jeux en noir et blanc ou avec beaucoup trop de couleurs pour ce que mon cerveau est capable d'absorber. C'est quelque chose qui va quand même beaucoup m'attirer au niveau visuel. Puis au niveau visuel, au niveau des illustrations, quelque chose que je suis plus capable de voir, c'est l'espèce d'hypersexualisation qu'on va avoir dans certains dessins, surtout dans les Dungeon Crawl. Écoute, on est rendu en 2023, là, une fille en armure, en bikini en métal, on peut-tu passer à d'autres choses? Là? Le cinquième point, on a l'interaction. Dans mon cas, l'interaction, c'est un peu dur à définir ce que je vais aimer particulier par rapport à ça, parce que je vais aimer à peu près tous les jeux indépendamment de leur niveau d'interaction. Fait que autant je vais aimer des jeux que l'interaction est très haute, des jeux de confrontation, des jeux de guerre, des jeux où on va voler les choses des autres joueurs de façon très ouverte. Autant je vais aimer les jeux, ce qu'on appelle les multijoueurs solitaires, fait que tout le monde fait sa petite affaire dans son coin, qu'on fait nos trucs, puis après 1h30 de jeu, on se regarde, puis on dit, puis moi j'ai 72 points, toi t'en as 86, bravo, comment ça a été ta game, bravo, t'as gagné. Ce genre de jeu-là, je vais aimer ça beaucoup aussi, ça doit venir de mon aspect joueur solo qui est très très fort. Ce que je vais aimer moins au niveau de l'interaction, c'est quand il y a une interaction négative, donc un peu de take that, qui est aléatoire puis qui n'est pas justifiable au niveau thématique ou au niveau mécanique dans le jeu. On met de l'interaction négative pour mettre de l'interaction négative. Le genre de jeu où je construis mes trucs, puis tu vas me jouer une carte événement quelconque, que tu me pètes la moitié de mes affaires, mais c'est pas un jeu de guerre, on est en train de construire un beau petit parc d'attractions mignon, puis tu me brises toutes mes choses. Ça, c'est quelque chose qui m'attirera pas du tout. Puis surtout si elle est aléatoire, on pige des cartes dans le même deck de cartes événements. Moi, j'ai pigé une carte qui me donne un quart de bois de plus une fois aux 8 tours, puis toi, tu piges une carte où tu peux détruire tous mes manèges à tous les tours de jeu. C'est le genre de manque d'équilibre qui va me répugner dans un jeu, puis j'aimerais pas ça jouer à ce jeu-là. J'insiste, j'aime ça quand il y a du conflit dans un jeu, mais si le jeu c'est d'attaquer son adversaire, un jeu de combat par exemple, je vais adorer ça avec l'interaction qu'il va avoir. Mais quand on est plus dans les jeux de type euro, etc., j'aime un petit peu moins quand il y a une interaction négative. Fait que ultimement, même si on fait ses affaires chacun de notre côté, c'est quelque chose qui peut me plaire énormément, j'ai pas de problème avec ça.
Le 6e point que j'aborde, c'est la rejouabilité, terme que je trouve un petit peu galvaudé. Tu sais, je suis un grand fan encore aujourd'hui de backgammon. On s'entend pour dire qu'au niveau variabilité de mise en place, backgammon, on repassera. Un de mes jeux préférés, c'est la guerre de l'anneau. Guerre de l'anneau, la mise en place initiale est toujours pareille d'une partie à l'autre. Ce sont des jeux auxquels j'aime rejouer de façon infinie, malgré tout. Fait que, si j'aime beaucoup un jeu, je vais y rejouer. Fait que pour moi, que le jeu, il y a de la symétrie, tant mieux. S'il n'y en a pas, ça me dérange pas. Qu'on ait une mise en place variable, tant mieux. S'il n'y en a pas, ça me dérange pas. Qu'on parte toujours de la même façon, ça me dérange pas tant si j'aime le jeu. Fait que mon expérience en termes de rejouabilité, ça va plus être, est-ce que j'aime ça? Ben oui, je vais y rejouer à ce jeu-là. Si ça ne m'a pas accroché plus qu'il faut, je n'y rejouerai probablement pas. Mais j'ai pas vraiment quand même qu'il y a 17 modules installés ou non, ça changera pas nécessairement mon plaisir pour le jeu. Fait que l'aspect rejouabilité, si j'aime ça, ben je vais rejouer. C'est tout. Dans mon cas, je peux pas vraiment faire un profil de joueur sans ajouter un petit aspect, c'est l'aspect du socio-financement. C'est mon titre officiel que David m'a donné quand je suis embarqué sur la chaîne, c'est l'expert Kickstarter. Fait que j'ai pas le choix de parler un peu de socio-financement, j'en parlerai pas trop longtemps. Fait que tu sais, le socio-financement, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce que j'aime voir les jeux à l'état embryonnaire. J'aime voir les idées des créateurs au moment où ça vient. C'est sûr que je vais moins aimer les grosses campagnes gigantesques qui ont 8 millions puis que des grosses affaires parce qu'on sait que le jeu est déjà défini à ce moment-là, mais il y a des compagnies qui réussissent quand même. Je pense à Orange Nebula, Chip Theory Games qui réussissent quand même à intégrer les supporters du jeu sur les campagnes de sociofinancement pour leur demander des idées, pour des personnages, pour des nouvelles cartes, pour des nouvelles cartes événements, pour des fois pour des petites mécaniques de jeu, des trucs comme ça. Fait que c'est un aspect que je trouve intéressant de voir l'avion qui se construit en plein vol. Je trouve ça intéressant. J'aime moins, par contre, les fameuses exclusivités. Il y a une compagnie, entre autres, qui est célèbre pour ça. J'aime quand les jeux sont accessibles. Si j'ai un jeu que je possède puis j'en parle sur la chaîne, j'aimerais ça que tu puisses te l'acheter, que tu puisses te le procurer, tu puisses avoir tout le matériel de luxe que j'ai, que tu puisses avoir les figurines que j'ai eues ou les cartes événements ou les trucs supplémentaires que j'ai eu parce que j'ai participé à une campagne de sociofinancement. J'aimerais donc que les jeux soient très accessibles malgré le fait qu'ils viennent du sociofinancement. C'est pas toujours le cas, malheureusement. J'essaie donc de suivre pas mal tout ce qui se fait en termes de sociofinancement, mais c'est de plus en plus complexe ces dernières années. On a Kickstarter, on a Indiegogo, on a GameFound, on est rendu avec BackerKit qui en fait, il va en avoir d'autres. Ça sera pas tellement long avant qu'on ait le même choix qu'en termes d'offres télévisuelles. Par contre, dans les dernières années, évidemment, suite à la pandémie, comme un peu tout le monde qui suit les campagnes de sociofinancement, j'en supporte moins étant donné les coûts astronomiques de livraison qui ont explosé dans les dernières années. Mais bref, je suis toujours à l'œil, je suis toujours à l'affût. J'essaie toujours d'être à l'affût des différents projets qui s'en viennent. Il y a beaucoup de petites compagnies que c'est la seule façon qu'ils ont de sortir leur jeu, c'est en passant par le sociofinancement. Fait que je trouve ça intéressant de garder un œil là-dessus. Ensuite, on a nommé des 4 jeux qu'on aime, 4 jeux qu'on aime moins, dans différents genres pour montrer un peu d'où on sort. Ben, je vais avoir dans le Euro, on va avoir un Anachronie, que je vais aimer dans les jeux que j'aime. Dans les jeux de type RPG Co-op, on va avoir un Too Many Bones. Dans les jeux de deck building, on va avoir un Legendary Encounter, spécifiquement le Alien. Et dans les jeux de guerre à deux, ben, on va avoir la guerre de l'anneau, qui est un jeu que j'adore. Dans les jeux que j'aime moins, ben, il y a Unfair, j'ai noté Tréfuté, Roll and Write, j'ai Midara et Munchkin. Pour compléter le profil, rapidement au niveau des configurations de joueurs, comme je l'ai déjà dit, j'ai à peu près la moitié de mes parties qui vont jouer en solo. L'autre partie, ça va être évidemment en multijoueur. Principalement à 2 et à 3 joueurs, parfois à 4. En convention des événements, peut-être plus qu'à 4. Mais généralement 2-3 joueurs. Et mon plus gros, c'est mes jeux de campagne. Fait que tous les Gloomhaven, Sword and Sorcery, Terminator Genesis, Vagrant Song. Ça, je fais tout ça avec ma conjointe. Je suis très chanceux, elle adore ce type de jeu-là. Fait que j'ai joué probablement au-dessus de 300-400 parties avec elle, de différents jeux confondus, qui sont tous mes jeux de campagne. C'est avec elle que ça se fait. Fait que c'est ma configuration de joueur qui revient le plus souvent. Alors voilà, ça met fin à mon profil de joueur. J'espère que c'est un exercice que toi, tu as trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça particulier à faire. J'ai trouvé ça intéressant à faire. Et je vais le terminer en mettant au défi d'autres personnes de suivre le même chemin pour pouvoir se définir comme joueur. Moi, je vais faire un petit saut vers le podcast. Donc, je vais commencer en nommant mes 2 collègues de podcast, donc M. Vincent Guilbeault, M. Patrice Allais. On va vous demander de faire votre profil de joueur éventuellement dans un épisode de podcast. Et pour rester dans l'univers du podcast, je vais passer à Board Game Duel, les gars. Ça serait intéressant qu'on entende votre profil de joueur. Donc, Sam, Vince, on va vous écouter.
je vous lance le défi. Fait que moi, je te souhaite une excellente fin de journée. Viens nous t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu peux nous visiter Twitter, Facebook, Instagram, Professeur Board Game. Venez nous supporter sur Patreon si ça t'intéresse qu'on continue encore un bout de temps. Ciao! Attention à toi!